Merci Théo, merci et félicitations encore pour l'organisation. Le Cru 2024, les rencontres de l'avenir, ça va être formidable, hein. Bon, c'est pas encore fini, il faut encore attendre demain, il y a encore beaucoup de conférences d'ici demain, dimanche 13h, voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon moment ici donc dans ce palais des congrès de Saint-Raphaël. Et c'est vrai qu'on va s'interroger donc sur un endroit dans lequel nous sommes de plus en plus nombreux à vivre, à travailler, à consommer, à circuler, bien sûr, c'est la ville. C'est la ville. En France, 52 millions de personnes vivent en ville, c'est-à-dire à peu près 80% de la population. Et dans le reste du monde, dans le monde entier, eh bien, ce sont 6 habitants sur 10, c'est-à-dire à peu près 4,5 milliards d'habitants. Alors, on sait qu'évidemment la population urbaine va continuer de croître et dès lors, bien sûr, comment répondre à cette croissance urbaine, bien sûr, en intégrant des paramètres tels que l'environnement, tels que les nouvelles technologies également, tels que la qualité de vie. Quelle transformation majeure est-ce qu'on va devoir imaginer, envisager justement en termes de logement, en termes de mobilité, en termes de travail, en termes de sécurité, en termes d'écologie également? Alors à quoi ressemblera la ville de demain? C'est la question qu'on se pose cet après-midi en compagnie de nos 3 spécialistes, acteurs également à mes côtés, fidèles des rencontres de l'avenir. C'est Robin Rivaton. Bonjour Robin. Bonjour Fabrice. Robin Rivaton, donc, qui est investisseur, entrepreneur avec une vaste expérience de l'immobilier, essayiste, auteur déjà de 8 livres en attendant le prochain. Tiens, profitez-en justement, il y a la petite librairie là, qui se trouve là avec la plupart des opus de nos intervenants justement. Je ne sais pas si on va trouver Sourions, nous sommes filmés. Voilà, c'était le dernier opus de Robin, donc réédité en livre de poche, c'était l'an dernier. Manuel Gautran, bonjour. Prenez le micro s'il vous plaît, Manuel. Bonjour à tous. Fondatrice de votre propre cabinet d'architecte à Paris, vous concevez plein de choses en France et dans le monde entier. Des malls, des grands magasins, des immeubles de bureaux. Vous avez restructuré par exemple les Galeries Lafayette à Annecy. Vous avez construit, enfin en tout cas conçu le musée d'art moderne de Lille, une bibliothèque municipale en Australie et vous avez obtenu les plus grandes distinctions de la profession. Son livre, je l'ai vu tout à l'heure, allez voir, c'est un petit livre de poche, hein, un peu le regard de l'architecte, le parcours de l'architecte. Entretien avec Manuel Gautran. Frédéric Gentat, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Frédéric Gentin qui est venu d'un pays pas très très loin du département du Var, mais voilà, c'est pas l'Italie bien sûr, c'est la principauté de Monaco, puisque vous êtes membre du gouvernement du prince. Vous êtes ministre de l'attractivité. Ça recouvre quoi le ministère de l'attractivité si on devait comparer avec notre gouvernement français? Ça couvre l'attractivité et le développement numérique. Le numérique couvre absolument l'ensemble de ce qui se fait en numérique. C'est la e-santé, la e-éducation, la smart city, qui est un peu à ce sujet, l'économie numérique. L'attractivité, c'est l'ensemble des relations avec les acteurs économiques, les investisseurs, les fonds d'investissement, les family office, et l'image de Monaco à l'étranger, la diplomatie économique. En gros, c'est un peu tout ça dont on s'occupe. Mais par contre, je n'ai pas de livre dehors, donc n'essayez pas de chercher, il n'y a pas de livre pour moi. Bientôt, voilà. Et alors, pour tous ceux qui se posent la question, un ministre de la principauté de Monaco, il est monégasque, voilà. Donc vous avez la nationalité monégasque. C'est la règle, bien entendu, et ce qui est totalement normal, comme dans notre propre gouvernement, sauf le ministre d'État, parfois qui est français, parfois qui est monégasque aussi. Voilà. Alors, tiens, question à toutes et à tous. Je vous pose la question, petit tour de table très rapide, un peu pour planter le décor. Robin, c'est quoi les plus grands défis qui attendent la ville? Est-ce que la ville, elle est au cœur des enjeux actuels? La ville est forcément au cœur des enjeux actuels puisque ça a été décrit, le fait urbain, donc le fait qu'on vive dans des villes est très très majoritaire évidemment dans les pays développés, mais de plus en plus dans les pays émergents. Une fois qu'on a dit ça, ça reste quand même une généralisation puisqu'on voit bien qu'il y a différentes strates de ville et que la ville de 10 000 habitants n'est pas équivalente et la ville n'est pas équivalente que dans la grande métropole mondiale. Mais les choses finissent quand même par percoler et parfois il y a des évolutions, des technologies qu'on retrouve dans les grandes métropoles et qui finissent par se retrouver
dans des territoires urbains de plus petite taille. Aujourd'hui, l'enjeu essentiel dans le développement urbain et dans le fait urbain, c'est que la ville, déjà, c'est très lent. Donc c'est ce qu'on produit aujourd'hui va bénéficier aux générations, à la prochaine génération et peut-être 2-3 générations encore. Aujourd'hui, une grande partie du bâti, par exemple, plutôt dans les grandes villes, mais une grande partie du bâti, c'est un bâti qui a un siècle et demi. Et donc quand on doit penser la ville, on doit penser à sa longévité. Sachant qu'en plus, il y a un autre fait très important à avoir en tête, c'est que les villes sont issus de sites de peuplement humain qu'on a choisis il y a des millénaires. On peut parfois créer ici ou là une nouvelle ville, mais c'est très souvent des échecs. Il y a quelques exceptions, mais très très largement on est sur des échecs, tout simplement parce que derrière nous, il y a des milliers de générations qui ont décidé de se fixer à cet endroit parce qu'ils y ont trouvé des conditions climatiques, météorologiques, géographiques qui en faisaient un site de peuplement intéressant et qu'on peut essayer de jouer contre l'intelligence de 3000 générations avant nous, mais c'est toujours un pari assez risqué. Ça veut dire quoi, Robin, que la ville aujourd'hui n'est plus adaptée à tout ce qui arrive tranquillement mais sûrement? On parlait de l'intelligence artificielle il y a un instant. Je pense aux véhicules autonomes, je pense aux drones, tout ça. Nos villes, elles sont bien, mais ces filières sont un peu dépassées. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a des technologies qui sont des technologies assez importantes, des révolutions qui s'opèrent notamment dans le champ des télécommunications et dans le champ de la mobilité, qui sont des technologies fortes qui vont venir changer le paysage urbain. Le bâti en lui-même, il change peu. Il y a plein de choses qui peuvent... On fait un bâtiment avec des climatisations, on ne faisait pas des climatisations il y a quelques siècles. Bien sûr. Ok, mais l'ensemble, aujourd'hui, la révolution très forte, c'est une révolution qui va venir de la mobilité, du transport des personnes et du transport des biens à l'intérieur de la ville, et de la sécurité aussi, qui sont vraiment 3 grands items, qui sont des révolutions technologiques au sein de la ville. Et qui dit technologie, dit acceptation et régulation de la technologie. Et c'est là où se crée en fait quelque part un peu une rupture au sein de la ville aujourd'hui, c'est que vous avez des territoires urbains qui vont être hostiles à ces technologies et en réfréner l'usage, et des territoires qui vont plutôt les accueillir et les développer. Et je pense que c'est ce qui va créer un décalage très fort dans les prochaines années entre notamment les villes européennes et des villes nord-américaines et asiatiques, où aujourd'hui commence à se déployer un certain nombre de technologies. Je pense aux véhicules autonomes, par exemple, qui est en train de devenir une réalité en Amérique du Nord, avec notamment à San Francisco, à Phoenix, mais dans aussi beaucoup d'autres villes, en Chine aussi, des véhicules qui n'ont pas de chauffeur. Et donc ça change totalement l'expérience de la ville. C'est la livraison, les drones aussi, donc la livraison des ressources et des matières, des objets, non pas par des personnes, mais par des drones. Ça change considérablement l'expérience urbaine. Et c'est tout ce qu'on va mettre, que je vais rassembler sous le chapeau de la surveillance, mais je pense que Frédéric parlera beaucoup plus de la Smart City concrète, mais c'est tout ce qui va permettre de capter et d'enregistrer des informations au sein de la ville pour en améliorer la qualité de vie de ceux à l'intérieur. Et là, aujourd'hui, effectivement, en Europe également, on a plutôt une approche conservatrice vis-à-vis de ces sujets. Donc ces 3 révolutions technologiques qui n'impactent pas le bâti, encore une fois, mais qui impactent très fortement la vie urbaine, on est en train doucement, c'est lent hein, malgré tout, mais doucement de diverger entre l'Europe et d'autres continents. Pour continuer de planter le décor, puis on va rentrer dans le détail, évidemment, on va parler dans un instant d'environnement, de technologie, de sécurité aussi. Manuel, vous l'architecte, voilà, vous pensez à quoi quand on vous dit voilà, quels sont les enjeux de la ville de demain? Alors déjà, je rejoins Robin. La ville, c'est le temps long. Toutes les villes, aujourd'hui, en tout cas la plupart d'entre elles, c'est des lieux de vie depuis plusieurs siècles. Et quelque part, j'aime bien me projeter dans le futur d'abord en étudiant le passé, en regardant l'histoire. Et les premières populations qui ont commencé finalement à fabriquer les villes, c'est des populations qui ont recherché trois choses. La première, c'est la sécurité. La deuxième, c'est de pouvoir commercer, parce qu'à partir du moment où on se regroupait, on pouvait commercer entre nous et on pouvait en effet vendre ce qu'on produisait et par là même s'enrichir. Et la troisième notion, c'est une notion fondamentale aussi. On croyait ensemble, on avait besoin de croire, on avait besoin de s'identifier à une communauté, on avait besoin de religion et on avait besoin de culture. Donc voilà, on avait besoin de sécurité, de commerce et de culture. Et quelque part, j'aime bien me projeter dans la ville du futur en embarquant ces 3 notions,
parce que je pense que si l'une d'entre elles tombe, la ville peut être amenée à disparaître. Donc c'est vraiment les trois pieds. Évidemment, on se projette dans la technologie, mais alors moi, en tant qu'architecte, je vais d'abord m'ancrer dans le physique, parce que bien sûr, je suis ouverte à la technologie, mais je pense qu'une ville avant tout, et d'ailleurs c'est paradoxal, parce qu'en tant qu'architecte, je construis des bâtiments, mais je voudrais parler de l'espace public. Pour moi, le cœur d'une ville, c'est l'espace public. Et l'ancienne agora, quoi, quelque part, finalement, c'est ça. Exactement. L'agora qui ne nous a pas quittés. Vous parliez de villes européennes versus des villes anglo-saxonnes ou asiatiques. Je pense que la force, je suis très européenne. Il y a une culture des villes européennes. Elles ont une histoire parfois qui se tisse d'une ville à l'autre, qui est extrêmement commune. L'histoire de la ville européenne, finalement, elle est partie de l'agora. L'agora, c'est le lieu de notre sociabilité. C'est vraiment le ciment de notre culture. C'est ça qui fait qu'on se retrouve. Donc, oui, il va y avoir des drones, il va y avoir des voitures sans chauffeur. Mais je pense quand même que la ville, avant tout, on doit sacraliser l'espace public et on doit continuer à en faire un lieu de rencontre physique. Quelque part, je dois dire que l'espace public est malmené. On parle beaucoup de la privatisation de l'espace public, de la densification des villes versus l'espace public ne grandit pas en surface, il diminue. Donc on a de moins en moins de place pour se retrouver. Et je pense que face à tout ce qui se passe, si on veut de l'inclusion, si on veut de la diversité, on est plongé dans nos smartphones, mais je pense que la rencontre physique, elle reste essentielle. Et je pense que la ville de demain réussie, c'est celle qui arrivera à sacraliser ces espaces publics, à en faire des lieux de culture, d'échange, où on continue à trouver le hasard, l'inattendu et voilà, où on peut se maintenir quelque part la place de marché, qu'on connaît un petit peu partout dans les villages, dans les grandes villes. On va revenir dans un instant. Hein. Frédéric Jeantat, pour continuer évidemment. Vous, cette ville de demain, c'est quoi les enjeux principaux à mener, à envisager ? Alors, pour la ville de demain, pour moi, il y a deux choses qui sont essentielles. C'est à la fois des racines et des ailes. La ville de demain, elle doit être assez structurée pour garder une communauté. Il faut que les gens se sentent chez eux. Il faut qu'ils aient des repères. Je vais rebondir sur ce que disait Emmanuel, l'espace public. Il faut absolument que les gens se disent « c'est chez moi » et qu'il y ait une identité. Ce qui différencie, Robin parlait des villes européennes, c'est la notion d'identité. Quand on est dans une ville européenne, il y a une histoire, il y a une culture. Les gens disent « je suis de là ». Tous les chauffeurs qu'on a pris depuis qu'on est arrivé ici sont des Raphaélois, ils sont fiers d'être Raphaélois, ils ont grandi ici. Et cette force permet d'avoir une communauté forte. En même temps, une ville ou un micro-pays, c'est un outil de compétitivité. Et c'est un reflet politique. Quand je regarde une ville, quand je me compare à mes collègues de Singapour, de Dubaï, je me dis qu'est-ce qu'ils font ? Et en regardant la ville, je me dis ils souhaitent développer de la finance, ils souhaitent développer du loisir, ils ont des infrastructures, ils ont des écoles internationales, ils souhaitent attirer tel type de communauté. Quand vous faites de l'attractivité ou de la compétitivité, vous avez une image, quand vous êtes en État, je parle, vous avez des politiques publiques, vous avez votre droit et vous avez vos infrastructures. Et la ville, quelque part, c'est votre atout. Et donc moi, quand je pense à la ville Monaco, je me dis, qu'est-ce que va être mon économie dans 5 ans ou 10 ans ? Qu'est-ce que va être mon modèle social ? Et du coup, de quoi j'ai besoin ? Et qu'est-ce que je dois mettre à Monaco ? Qu'est-ce que je dois mettre ailleurs ? Et donc, quelque part, pour moi, quand vous regardez une ville, c'est deux sujets. Est-ce que j'ai suffisamment d'identité pour que les gens s'associent, me soient loyaux, investissent chez moi et soient fiers ? Le sentiment de fierté, il est excessivement important quand on veut attirer des gens. Et est-ce que je donne à ces gens-là les moyens de se développer économiquement et socialement ? Et donc, je regarde ce qu'il y a besoin aujourd'hui, ce qu'il y a besoin demain. Je rejoins Robin sur le temps lent. Et donc, quelque part, j'en utilise comme un outil économique et un outil social. C'est vraiment ça pour nous, une ville. Alors, on va rentrer dans les travaux pratiques, en quelque sorte, avec les nouvelles contingences du moment. C'est vrai que de plus en plus
de monde, dans des espaces peut-être un peu plus contraints, bien sûr, ça suscite évidemment des problèmes environnementaux, des problèmes écologiques, hein, évidemment. Et on reviendra tout à l'heure avec vous, Frédéric Gentin, parce que c'est vrai que Son Altesse Sérénissime n'a pas attendu les injonctions de ces dernières années ou les modes de ces dernières années, peu importe. Hein, si c'est un combat de longue haleine depuis qu'il est arrivé au pouvoir, donc il y a une vingtaine d'années, 20 ans maintenant, je crois. 2005, on fête les 20 ans. Eh bien oui, on fait les 20 ans l'an prochain, vous avez raison, je me souviens très très bien. L'architecte, comment est-ce qu'elle travaille justement pour répondre à ces problématiques de l'étalement urbain, de la densification justement? Est-ce que l'aménagement urbain doit répondre de plus en plus systématiquement maintenant à des exigences écologiques strictes? Voilà, à quoi vous pensez? C'est comment vous redéfinissez la ville avec ces contraintes? Alors la densification, entre guillemets, c'est un grand sujet. Je pose quelques chiffres. Alors, excusez-moi, c'est Île-de-France. Mais en Île-de-France, il y a 4 millions de bureaux qui sont inoccupés. Et sur toute la France, il y a 170 000 hectares de friches inoccupées. Donc, je ne parlerai pas de densification, en fait. Je pense qu'on n'a pas besoin de densifier avant tout. On a besoin d'utiliser le déjà là, c'est-à-dire avant de construire du neuf, regardons ce qui est en présence, regardons tous ces bâtiments qui sont vides. Et donc, je pense que le métier de l'architecte, comme de beaucoup de personnes autour de nous, ça va être de régénérer notre patrimoine, notre tissu urbain, de faire en sorte qu'il vive plusieurs vies. Mais avant, c'était le cas. Pareil, je me projette dans l'histoire. Avant, l'homme construisait pour plusieurs siècles, c'était clair. On se projetait, on créait des monuments, que ce soit des monuments pour se cultiver, des monuments pour prier, des monuments pour habiter. On construisait vraiment pour longtemps. Et on se rend compte aujourd'hui que ces constructions, parfois de plusieurs siècles, elles sont extrêmement agiles, extrêmement flexibles. Et avant, on les transformait. Une synagogue pouvait devenir une mosquée. J'aime bien utiliser voilà. Et puis un musée devenait des bureaux, devenaient des logements, un musée devenait des bureaux. Donc il y avait une vélocité qu'on a complètement perdue parce que de plus en plus on construit économiquement, sans se projeter dans l'avenir, des bâtiments qui sont obsolètes en moins de 10 ans. Et je m'aperçois en travaillant de plus en plus sur le patrimoine que le patrimoine, il a une richesse infinie. Et un habitant qui va vivre dans... Nous, on est en train de restructurer un hôpital du 19e siècle pour en faire des logements. Aujourd'hui, les logements qu'on va produire, ils ont 3 mètres sous plafond. Les séjours sont immenses parce qu'on s'adapte au déjà là. Finalement, je me rends compte que je vais produire des logements on pourrait même plus se payer ça aujourd'hui. Donc oui, il faut restructurer, il faut réhabiliter, il faut toutes ces friches, tout ce déjà-là, il faut d'abord en profiter avant de construire du neuf. Je ne suis pas dogmatique, on peut encore construire du neuf. Et l'architecture, quelque part, c'est l'une des réponses justement à ces problématiques de développement durable, d'inventer, de créer, de parler de bâtiments énergie positive, par exemple, comme ce que vous faites peut-être dans cet hôpital. Voilà. Oui. C'est un terrain de jeu extraordinaire en ce moment. C'est un terrain de jeu extraordinaire parce qu'on travaille aussi sur l'hybridation des bâtiments. En fait, il y a une autre donnée qui est importante. Les bâtiments du type école, les bureaux, tous les équipements publics, ce sont des bâtiments qui sont occupés seulement 70 à 80% du temps. Une école, 4 mois par an, en été, elle est vide. Etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de ces bâtiments pendant 20 à 30% du temps? Ça, c'est une première question. Pourquoi les cinémas le matin, quand il n'y a pas de séance, ne s'ouvrent pas pour devenir des salles, justement, de congrès, etc. Pourquoi les bureaux, le week-end et le soir, ne peuvent pas être utilisés par des étudiants qui ont besoin de lieux pour travailler parce qu'ils vivent dans 5 mètres carrés ou 10 mètres carrés? Donc, il y a tout un foisonnement à réfléchir. Et puis, il y a aussi, aujourd'hui, quand on construit une école, l'école, elle a sa cantine, sa bibliothèque, sa salle polyvalente. Pourquoi on ne dit pas qu'une école, c'est juste des salles de classe? Les enfants vont manger dans une cantine qui est ailleurs, qui peut être déportée. La bibliothèque, c'est celle de la ville. La salle polyvalente, c'est le théâtre de la ville. Donc, pourquoi aussi on ne réfléchit pas plus en mutualisation, en foisonnement et puis en hybridation de programmes? Et rien qu'en faisant
cette mesure-là, plus restructurer des bâtiments vides, à la limite, on n'aurait presque plus besoin de construire en neuf. Ah, peut-être, Très peu. ouais. Robin, comment est-ce qu'on fait pour concilier densité urbaine, développement durable, justement, comment les enjeux environnementaux ils vont impacter la demande en logement, en espace professionnel, en commerce dans les années à venir? Alors, ce dont il faut bien avoir conscience, c'est qu'aujourd'hui, tous les pays développés sont rentrés dans une phase de stagnation démographique, mais c'est que cette stagnation démographique, elle est très hétérogène selon le territoire. Aujourd'hui, vous avez toujours une Île-de-France qui a un excédent naturel, donc des naissances supérieures aux décès, de l'ordre de 45 000 naissances de plus que les décès, là où l'ensemble du territoire français va être à un peu moins de 45 000. Donc ça veut dire que tout le reste du territoire, y compris les territoires d'outre-mer, sont à zéro, là où l'Île-de-France est très positive. Et ça, c'est un schéma qu'on retrouve dans beaucoup de villes, et c'est d'ailleurs dans ces grandes villes que se concentrent les migrations internationales. Donc on continue d'avoir une croissance démographique. En plus de la croissance démographique, vous avez des phénomènes de mode de vie qui font que les gens vivent de plus en plus seuls. Donc vous avez une croissance du nombre de ménages, de nombre de foyers qui est très largement supérieur à la croissance de la population. Et donc ça finit par rejaillir sur la demande de logement. Et qui dit logement dit évidemment des espaces de travail aussi, des espaces de loisirs, des espaces de vie et des espaces publics. Donc la demande, le sous-jacent réel, il est encore très dynamique et très, très important. Évidemment, on ne veut plus s'étaler parce qu'on est très conscient. L'étalement urbain, c'est une parenthèse de notre histoire. Hein. C'est le moment où en fait la voiture est devenue un bien de consommation de masse. Donc 1930 aux États-Unis, 1950 en Europe. Jusqu'avant, j'avais fait des études sur longue période, mais grosso modo, un Romain vit dans 10 mètres carrés de surface privative. C'est à peu près ça, avec beaucoup de choses qui sont externalisées, plutôt des services privés d'ailleurs, la blanchisserie à l'extérieur, la cuisine est très largement à l'extérieur. Et quelqu'un avant-guerre, à peu près en France, vivait avec 15 mètres carrés par personne en surface privative. Donc vous voyez, c'est une progression de 50%, donc c'est pas anecdotique. Mais après-guerre, on passe à 27 mètres carrés par personne, tout simplement parce que la voiture ouvre la possibilité de se rendre plus loin. La voiture ouvrant la possibilité de se rendre plus loin, on peut aller occuper des terres qui étaient vierges. On construit le mode pavillonnaire et donc on fait exploser la surface privative par personne. Mais cette parenthèse est en train de se refermer parce qu'on se rend compte que tous les coûts de l'éloignement des centres urbains sont très onéreux, hein, dit des temps de transport très longs, dit évidemment des émissions de carbone très lourdes, dit une substitution entre le budget transport et le budget logement. Donc on va plutôt retourner vers effectivement une densification. La bonne nouvelle, c'est que la ville dense, on sait la faire depuis très longtemps. La ville dense, pour vous donner les chiffres, quand on a refait Paris, Barcelone, Manhattan, on va dans la deuxième partie du 19e siècle, donc entre 1850 et 1900, on a su produire des villes à 20 000 habitants du kilomètre carré, ce qui reste un record pour aujourd'hui. On n'a pas fait des modes d'habitat plus denses que ça. On en a combien à peu près en moyenne chez nous? Combien d'habitants au kilomètre carré? En France? Dans les villes, oui. Je sais pas, c'est pas une question facile. En tout cas, par exemple, le centre de Paris versus la première couronne parisienne, c'est 6 000 habitants au kilomètre carré dans la première couronne. Donc vous voyez le décalage très fort entre les types d'habitats qu'on a su produire. Donc on a un rapport de 1 à 3. Et ces 20 000 habitants, ça reste vraiment quelque chose qu'on n'a pas refait, depuis. C'est pas des villes qui sont désagréables à vivre jusqu'à présent, en tout cas vu l'évolution des prix de l'immobilier dans le centre parisien. Donc on sait produire des villes à ce niveau-là, avec des exigences de qualité, des exigences de durabilité et même des exigences d'adaptabilité, parce que c'est des immeubles, par exemple, le gabarit haussmannien, c'est un immeuble qui aujourd'hui est en pierre de taille et avec un toit en zinc. C'est un immeuble qui a très peu de coûts en réalité comparé à un immeuble en béton qui va avoir des coûts d'entretien très très élevés. La pierre de taille, c'est un coût d'entretien qui est relativement réduit parce que vous avez un matériau inerte dont il suffit de ravaler la façade de temps en temps. Le point de ça, donc on sait construire ces villes denses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire. On n'arrive plus à le faire. On n'arrive plus à le faire tout simplement pour une raison très simple. C'est que quand on a construit ces villes denses, on a fait des choix qui ont été des choix très douloureux. On a détruit du beau bâti.
à l'époque. Les gens disent oui, c'était facile parce qu'on détruisait des choses moches, et donc on détruisait des choses moches, c'était facile de construire des choses belles. C'est pas vrai. Quand on a détruit quand on a refait l'immobilier parisien, on a détruit de l'habitat faubourien médiéval dont on dirait aujourd'hui c'est des choses qu'on classerait, on dirait c'est fantastique. On a détruit des palais de la plaine Monceau qui étaient des magnifiques hôtels particuliers. Donc on a détruit des très belles choses en réalité. Et Victor Hugo signe une tribune assez connue dans laquelle il dit haro aux démolisseurs, dans laquelle il critique très fortement le plan haussmannien. Donc on a détruit des belles choses, mais on se dit que ces belles choses pouvaient être détruites parce que ce qu'on allait léguer, ce qu'on allait passer aux générations ultérieures serait plus important. Et malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus faire ça. On n'a plus la capacité, quand je dis on, c'est plutôt le pouvoir public qui est censé représenter l'intérêt général, ne se sent plus la capacité d'imposer ses choix. Et donc aujourd'hui, dès que vous voulez faire un programme d'une telle ampleur, vous vous retrouvez bloqué par des intérêts qui sont les intérêts de tout le monde. Le mien, si j'étais le voisin d'un tel programme, le vôtre, tout le monde. Mais on a la capacité à faire valoir nos intérêts là où il y a 150 ans, on n'avait pas cette capacité-là. Aujourd'hui, on a peut-être une capacité trop importante à faire valoir ces intérêts particuliers sur l'intérêt général, et ce qui fait qu'on est incapable de produire un urbanisme de cette qualité-là aujourd'hui. Et c'est un vrai sujet pour nous qui doit nous interroger, de se dire, on sait fabriquer de la ville dense, qui doit répondre aux enjeux qui sont aux enjeux de demain, je l'ai dit, dans une population qui est en croissance démographique, mais est-ce qu'on veut encore le faire ? Et d'ailleurs, on ne construit plus de pyramides. Voilà, c'est Xavier Gors qui nous accompagne encore une fois cet après-midi. Frédéric Jontat, d'un mot, justement, puisqu'on parlait de tout ce qui est données environnementales. Donnez-nous quelques actions concrètes qui ont été prises par la principauté de Monaco, par la ville de Monaco également, pour créer une ville plus verte, plus respectueuse de l'environnement, des projets d'aménagement durable. Je ne sais pas, comment est-ce que vous avez intégré les énergies renouvelables également sur ce petit territoire qui est grand. Alors je ne sais pas comment dire, le premier arrondissement de Paris, je ne sais pas si ça parle ici, le premier arrondissement de Paris, mais vous voyez, c'est... Bah oui, parce que Manuel, elle vit à Paris, mais je ne sais pas si je devais comparer avec Saint-Raphaël ou le Var. Saint-Raphaël, c'est une très grande ville par rapport à la principauté de Monaco, hein, et très étendue. Hein. Oui, c'est la moitié de Central Park, c'est 2,5 km² Monaco. Oui, voilà. C'est très dense. Oui. C'est 20 000 personnes par km² le soir. Et la journée, comme on a 50 000 personnes qui viennent travailler en plus, c'est 40 000 personnes par km². Non, ce qui est vrai, c'est que le prince a toujours mis l'environnement depuis le début de son règne au centre. Et on a de différentes manières essayé en fait de rendre Monaco plus vertueux. Je vais vous donner quelques exemples très concrets. Le nouveau quartier qu'on a construit sur la mer, vous avez peut-être entendu parler, Maretera, qui est entièrement construit sur la mer, et carbone neutral. Donc, Robin était venu le visiter d'ailleurs à l'époque. On est aujourd'hui sur des constructions avec des matériaux axés sur le bois. Parfois, on est sur des technologies de béton qui captent du carbone. Donc, on a vraiment déjà un premier élément qui est chimique, je dirais, qui est de matière. La deuxième chose, c'est qu'on a eu un sujet, on est leader sur le ratio de voitures électriques. On a développé beaucoup les voitures électriques et les recharges gratuites. Mais surtout, je pense que la principauté a fait, et auquel on a été associé, c'est de changer radicalement la manière dont on planifiait la ville. Je vous explique. La principauté s'est dotée il y a 4 ans d'un jumeau numérique. Tout Monaco est quelque part numérisé. Et une fois qu'on a, donc je vous parle des immeubles, des routes, chaque arbre est individualisé. Et en fait, ça permet de faire beaucoup de choses. Ça permet de faire 3 niveaux de choses. La première, c'est de planifier. Aujourd'hui, quand on prend une décision d'urbanisme, quand une décision d'urbanisme est prise, quelque part, on peut mesurer l'implication. Ça veut dire, je construis un immeuble là. Qu'est-ce que ça veut dire si la route fait ça ou ça en termes de mobilité ? Plus de voitures, moins de voitures. Où est-ce que je dois mettre les recharges pour assurer que les voitures électriques soient bien traitées ? Comment est-ce que je gère la mobilité ? Chaque jour, plus de la totalité de la population monégasque vient travailler. 40 000 habitants, 50 000 personnes qui viennent travailler. Est-ce que c'est plus intelligent de faire une bretelle d'autoroute, par la mer, des trains en plus, un métro ? Et donc tout ça, on l'a numérisé. En fait, on a des modèles qui permettent d'anticiper. Ce qui est, je pense, assez malin. La deuxième chose qu'on essaie de faire pour l'environnement sur lequel on est très, très, je dirais, obsédé, c'est de limiter les embouteillages. Parce qu'on se rend compte qu'un des gros problèmes de gaz de serre, c'est quelque part lorsqu'il y a des embouteillages. Ça va être des trucs tout bêtes, mais
Je sais pas qui, je suis sûr que les Raphaélois sont déjà allés en principauté, en tout cas j'espère. Sinon faites-le, ça paye mon salaire. C'est pas loin. J'aimerais autant. Mais en gros, si vous voulez, les rues sont assez étroites. Et en fait, vous avez un problème, c'est que quand vous avez une livraison, ben, vous prenez un bouchon quelque part et vous prenez donc une pollution. Donc là, on a eu l'idée au gouvernement de mettre des capteurs et de réserver sa place de livraison en disant, écoute, tu peux livrer sur des places de livraison, tu la réserves avec une petite application, il y a des capteurs. Dès qu'elle est libre, la voiture s'en va, le capteur il dit vert, tu peux réserver. Donc si tu fais ça, super, tu as ta place garantie. Si tu ne le fais pas, par contre, ça va être un peu compliqué. En attendant les drones dont parlait Robin, du cas on espère beaucoup. Donc on a mis aussi quelque part des capteurs pour... donc on planifie, on organise. Et la troisième chose qu'on fait, c'est qu'on incite. On s'est aussi rendu compte que parfois, les gens sont de bonne volonté. Ils veulent prendre des transports à mobilité douce, mais en fait, ils ne savent pas. Et puis Monaco, alors ça monte, ça descend, mais en fait, il y a des vélos électriques, il y a des bus, il y a plein de choses. Et en fait, on a fait une app unique où on leur dit, vous payez une fois, vous prenez votre bus, puis votre vélo vous attend, est déjà réservé, puis etc., etc. Donc, en plus de stratégie de voiture électrique, en plus de stratégie de construction, je dirais verte, on a vraiment une logique où on conçoit à la base une ville intelligente. On analyse aussi les décibels. Par exemple, on dit si je passe à 50% de voiture électrique, je baisse les décibels de temps. Et avec ce jumeau numérique, on arrive même à modéliser le bruit que font les voitures, les poids lourds, les camionnettes, les ondes pour les réseaux aussi. Alors tout ça, on arrive. Alors oui, on fait tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire effectivement à quelle heure doivent passer les poids lourds, quel est le temps optimal pour tout ce qui est l'entreprise de gestion et déchets. Un autre sujet aussi, on parle aussi de pollution numérique. Et je veux du réseau, mais je ne veux pas non plus que... ma fille a apprécié. Mais je ne veux pas non plus que les ondes électromagnétiques puissent m'attaquer. Donc là, ça me dit, je construis un immeuble là, attention, zone d'ombre, zone blanche, mettre une antenne là. Je ne supporte plus dans tel quartier, il y a trop de bruit, parce qu'en fait, je suis très exposé à la route. Mais s'il y avait des voitures électriques, je gagnerais temps. Donc on modélise chaque décision, et ensuite, on met les capteurs pour essayer de les mettre en place et d'inciter les gens. On a aussi une stratégie, et je finirai là, urbaine qui est très forte et qui, du coup, tous ces sujets sont gérés notamment par le ministère de l'Équipement, l'Environnement et l'Urbanisme, de parking à l'entrée des villes. On est complètement, très fortement incité à dire Monaco, c'est un rond autour de 3 autres autoroutes qui viennent. Si on met des gros parkings, donc on a une construction aussi intelligente et de réseau. Donc aujourd'hui, la stratégie, c'est modéliser, structurer et inciter pour réussir à faire nos objectifs en principauté, dans la lignée, ce que vous avez dit, de ce que souhaite le prince souverain en termes d'objectifs, et les objectifs des accords de Paris, bien sûr, dans lesquels nous sommes entièrement alignés. Manuel, justement, comment vous, ces nouvelles technologies, quand on parle d'intelligence artificielle, de modélisation, de véhicules électriques, de drones, de systèmes de transport intelligents, quelque part, comment ça change la façon dont vous envisagez les infrastructures de mobilité urbaine ? La mobilité, c'est un grand sujet parce que ça revient justement à le réfléchir en particulier au droit des espaces publics. Et quelque part, c'est aussi ce qui fait que les espaces publics sont extrêmement encombrés. Ces espaces deviennent des lieux de flux où on ne s'arrête plus. Et il faut travailler les mobilités et aussi travailler des endroits d'immobilité où on peut contempler, où on peut justement... avoir la possibilité de rencontrer, de partager. Donc c'est vrai que j'aime bien l'idée, dans une ville, il y a toute une hiérarchie des mobilités à faire. Bien sûr, essayer de faire en sorte que le maximum de voitures puissent rester à l'extérieur, le maximum, pas toutes, et ensuite travailler une succession de mobilités qui permettent de faire en sorte qu'on fait les derniers quarts d'heure en fait, avec des mobilités douces. Ça, c'est très important. Et après, il y a un sujet que vous avez un peu abordé, vous avez un site à Monaco qui est extraordinaire, parce qu'au bord de la mer, parce qu'il y a la nature. Quelque part, aujourd'hui, la difficulté de la ville, et ça en tant qu'architecte, on y travaille beaucoup, c'est progressivement, de la même manière que les espaces publics ont tendance à se réduire, il y a la nature aussi qui a tendance à disparaître. Donc il faut la faire revenir en ville. Et on apprend beaucoup de ce qui se passe en ce moment,
je ne parlerai pas de réchauffement climatique, mais de dérèglement climatique. On a beaucoup travaillé, les architectes, les urbanistes, les politiques, contre la nature. La nature, on devait lutter contre elle, on devait la juguler, on devait établir des digues et des barrières qui nous protègent de la nature. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, cette dualité, quelque part nature-culture, elle est catastrophique. Il faut beaucoup plus travailler en harmonie avec elle. Et en tant qu'architecte, nous, on essaye de la ramener le plus en plus dans nos bâtiments. Faire en sorte qu'il y ait une véritable... qu'on s'intéresse plus au contexte, au déjà là, à un équilibre entre le bâti et le paysage. On a construit un projet de logement il y a quelques années où on a végétalisé les façades avant de faire venir les habitants. Donc ils sont arrivés dans une nature qui était déjà là. Chaque fenêtre avait une jardinière énorme qu'on avait plantée en début de chantier. Et finalement, ça a imposé aux habitants, avec bonheur sur le recul, une sorte de bien-être et de redécouverte de la nature. Ils avaient l'impression de venir habiter dans un univers presque permaculturel. C'est ça qu'il faut retrouver en ville aujourd'hui. Oui, alors retrouver ça en ville. Déjà, quand on parle de ville, Robin Rivaton, on parle de quel type de ville? Parce que évidemment, on a en tête toutes les grosses métropoles, Paris, Lyon, Marseille, etc., etc. Il n'y a pas que ça en France, nécessairement. Est-ce que tout est exportable? Est-ce que tout est transposable des grosses métropoles aux villes moyennes? Et je ne parle pas de Monaco, qui est un exemple spécifique. Et d'ailleurs, tout ce que vient de nous dire le ministre Frédéric Gentin, est-ce que c'est exportable dans des villes comme les nôtres? Tout ce qui a trait à la technologie est par nature plus scalable, pour reprendre des bons mots d'entrepreneur, voilà. Mais elle est transposable. C'est-à-dire que tout ce qui a trait à la réalité physique est plus difficile à pouvoir transposer ailleurs. Tout ce qui a trait à de la technologie, parce que les coûts sont décroissants. Donc quand j'achète la millième caméra, elle me coûte moins cher que la première, et la millionième caméra, elle me coûte moins cher que la millième. Et donc quand vous avez des coûts décroissants comme ça, toutes ces technologies finissent par arriver dans tous les tissus urbains. Alors évidemment avec une sorte de progressivité et de hiérarchie, mais je donne un exemple parmi tant d'autres. La livraison de nourriture à domicile. Quand c'est arrivé au début, tout le monde s'est dit mais c'est quoi ce gadget des grandes métropoles? Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui existe dans beaucoup de tissus urbains. Quand on a fait les VTC, on était sur le même ordre de grandeur. Ça a été inventé à Paris par des Californiens qui l'ont diffusé dans une dizaine de grandes villes. Ça a fini par redescendre. Donc encore une fois, tout ce qui a trait à la technologie, par nature, n'a pas de barrière et de limite physique auxquelles s'arrêter, si ce n'est la réglementation. C'est celle que je décrivais au préalable. Et donc oui, aujourd'hui, les technologies qui vont d'abord et naturellement se diffuser dans les grandes villes, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de ces technologies qui ont besoin d'une densité minimale de consommateurs ou d'usages pour pouvoir exister. Elles finissent quand même à un moment, parce que leur coût baisse, elles finissent par arriver dans tous les tissus urbains, dans tous les types de villes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très vrai, qu'on a vu ces dernières années, et encore une fois, avec beaucoup de contrefactuels, beaucoup de gens qui pensaient que ça n'arriverait jamais, et au final, ils le voient bien que c'est quelque chose qu'ils retrouvent pas très loin de chez eux au final. Et aujourd'hui, quand je parlais de ces trois technologies, après on pourra en trouver d'autres, mais je pense qu'il faut être très conscient quand même de ce qui arrive. La première d'entre elles sur la question pas des caméras, mais de la captation de l'information dans l'espace public, c'est une révolution qui est en train de s'opérer. Elle est en train de s'opérer sous un phénomène très simple. Aujourd'hui, enregistrer le monde, principalement par des images, mais ça peut être aussi des capteurs sonores, on en parlait, est devenu ridiculement faible et peu onéreux. On a aujourd'hui dans nos poches des appareils qui sont d'une extraordinaire précision pour enregistrer le monde. Il y a quelques années, ça n'existait pas. Il y a une vingtaine d'années, ça n'existait pas. Il y a une dizaine d'années, les caméras étaient très limitées. Aujourd'hui, elles sont extrêmement puissantes. Et demain, on va vers un univers, et c'était un peu le sens du dernier livre que j'avais écrit, où on aura des lunettes connectées. Donc les lunettes connectées sont en train d'arriver. Elles vont enregistrer le monde en permanence. Et dans un univers où, en fait, l'espace public
va rencontrer ces technologies, qu'on soit pour ou contre. Le sujet n'est pas tellement de savoir si on y est favorable à titre personnel ou pas. La question, c'est est-ce qu'elles vont se diffuser? La réponse est oui. Et donc, ça va radicalement changer l'expérience de l'espace public aussi. Aujourd'hui, on a un espace public qui a été très largement saturé par la publicité quand est apparue la consommation de masse au début du XXe siècle. On a lutté contre la publicité en luttant contre la publicité dans les villes, en essayant de dire mais il ne faut pas que... Je ne sais pas si vous voyez, mais vous rentrez parfois, vous allez dans des petits villages et vous avez un mur entier avec une ancienne publicité sur un produit pour le petit déjeuner ou un produit alimentaire quelconque. C'était ça, l'espace. Quand est arrivée la consommation de masse, l'espace public urbain a été saturé de publicité. Quand on regarde des vieilles photos de 1900, on voit des espaces où on se dit mais c'est pas possible, il y en a partout. Ça, on a lutté progressivement contre ça, et demain on peut avoir peut-être un univers où en fait il n'y aura plus de publicité physique, mais par contre on aurait de la publicité digitale et adaptée à chacun aussi, adaptée à chacun et personnalisée selon qu'on est un garçon, une fille, un jeune, un vieux, etc. Et ça a des impacts très 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 puissants sur le tissu urbain tel qu'on le vit et qu'on le vivra. Juste un dernier point, c'est un impact aussi très puissant sur la question de la sécurité. Ça a été avancé comme premier point, et je pense qu'on va en parler, parce que c'est un point extrêmement essentiel. Et ça a un impact aussi sur l'environnement. J'ai en tête une très belle ETI de Nantes qui s'appelle La Croix, qui met des capteurs partout, enfin qui propose des capteurs, et ça permet de localiser, d'identifier, par exemple la nuit, toutes les lumières s'arrêtent, les lampadaires s'arrêtent pour économiser l'énergie, mais il y a des capteurs, et quand un vélo arrive ou un piéton arrive, hop, ça rallume la lumière, et une fois que le piéton est passé, hop, ça ferme. Et tout ça, c'est vecteur de sécurité et vecteur également de transition environnementale manuelle. La data aussi dans les immeubles, ça permet, je ne sais pas si Aurélie Jean est encore là, la papesse de la data, mais quelque part aussi, ça permet aussi d'entrer, d'interagir les habitants avec leurs bâtiments et avec leur ville également. Absolument. En fait, les datas sont fondamentales parce qu'en tant qu'architecte, on travaille avec des modèles. Donc on anticipe des immeubles zéro énergie, mais en fait c'est important de vérifier et d'attendre une année avec les consommations des usagers si on est vraiment à énergie positive. Donc c'est important le retour d'expérience pour les architectes, les urbanistes, les politiques, etc. Et puis c'est aussi un outil de motivation des habitants parce que habiter un immeuble zéro énergie, ça a un côté quand même très valorisant. On a tous ce stress un peu en ligne de mire qui est le danger que vit la planète. Et donc, il y a une forme d'émulation collective à essayer aussi, chacun de nous, à participer avec notre petite pierre à cette économie générale. Donc, on travaille beaucoup avec des datas. Par exemple, c'est très motivant aussi pour des architectes. L'immeuble qu'on a fait en Australie, la grande bibliothèque municipale qui est en même temps un civic center, c'est aussi l'extension de la mairie de Parramatta dans le Grand Sydney. On visait une labellisation qu'on a obtenue et puis ensuite on a regardé comment l'immeuble vivait pendant un an et on s'est aperçu qu'on était encore mieux. Donc c'est très motivant, c'est toujours la carotte, et du coup on a obtenu, là où on était 6 étoiles, on est devenu 7 étoiles. Mais le design des bâtiments, ça va ressembler à quoi ? Ce qui est bien dans les réglementations, alors je vais essayer de ne pas parler technique, mais les précédentes réglementations techniques misaient beaucoup sur la thermique, c'est-à-dire sur le fait de minimiser les besoins en énergie. Maintenant, on a une nouvelle réglementation, la réglementation environnementale qui se projette dans les années 2025, donc en fait c'est demain. Elle demande de rentrer en ligne de compte beaucoup plus les aspects de bas carbone. Donc on en est à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire... Et c'est fondamental, construire avec des matériaux bien plus vertueux, construire en bois, construire en béton bas carbone. Tout ça, c'est construire avec le réemploi. Quand on restructure les parties qu'on est obligé quand même de déconstruire, on conserve les matériaux. Avant, quand on retire les plaques de plâtre qui sont bourrées de fils électriques, de conduites, etc., on ne savait pas recycler avant. Depuis peu, on s'est recyclé. Il y a des très belles boîtes qui font ça. Absolument. Et voilà. On trie les déchets. Et c'est aussi beau, moi je veux positiver sur l'avenir, quelque part recycler un matériau, il y a eu beaucoup de critiques là-dessus, si on n'est pas inventif, ça fait bricoler. Si on est inventif, on peut vraiment métamorphoser
les matériaux. On travaille aussi beaucoup aujourd'hui à l'agence avec le recyclage du verre. Il y a beaucoup de déconstruction à la défense d'immeubles où les vitrages n'étaient pas du tout performants. On récupère ces verres, on les garde, on les découpe et on en fait des grosses briques de verre. Voilà, et on crée avec ça des murs, des vitrines, parce qu'il s'agit de pavillons commerciaux qui sont massifs en verre. Et là, c'est pareil. C'est des choses qui coûtent pas cher, mais on ne pourrait jamais se payer ça. On ne pourrait pas faire des murs massifs en verre aujourd'hui. Et là, c'est que des matériaux de réemploi. Et les préoccupations de sécurité, Frédéric Jeantat, alors c'est vrai, on va le rappeler quand même, la principauté de Monaco, c'est quand même particulier, bien sûr. Expliquez-nous ce que vous avez fait, justement, et peut-être ce qui nous fait rêver, nous, ici, Français, dans nos villes françaises, parce que c'est vrai que Monaco, pour y être allé très souvent, y avoir travaillé aussi, on ne peut pas dire qu'on soit victime, qu'on ait peur de sortir le soir, et voilà, tout va bien, et il y a un civisme, tout le monde respecte tout le monde, et c'est parfait. Bon, très bien. Non, mais vous êtes d'accord avec moi? Vous avez fait tout le bon travail, c'est parfait. J'ai fait tout votre travail. Quels bons exemples vous pourriez nous donner dans nos villes françaises? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Non, mais après, effectivement, chaque ville, chaque pays est différent, mais ce que disait Robin, la technologie est transposable, scalable, et il y a évidemment des choses qu'on peut partager. Je vais vous donner quelques exemples. Chaque année, Monaco a un grand tournoi de tennis, un Masters 1000. On a équipé les caméras alentour, et notamment les caméras à l'entrée d'intelligence artificielle, pour scanner les gens et voir la probabilité qu'ils aient potentiellement des comportements violents ou des armes ou des choses dangereuses, et qui permet de faciliter le travail des gens qui peuvent effectuer les fouilles. Bon, ça, c'est un sujet de sécurité assez évident. En termes de sécurité, alors je vous donne des exemples concrets, mais en termes de sécurité maritime, on voit par exemple, dans la région, on a eu ici comme en principe... Non, ici, on va passer aux questions du public. Ok. Donc, par exemple, des gros problèmes d'inondation. Monaco, il y avait eu un coup de vague qui avait créé pas mal de dangers. En fait, on est capable, grâce aux technologies, d'analyser les variables qui font qu'à un niveau de pression, à un niveau de température, à un niveau de pluie, à un niveau de cycle de la Lune, il y a une probabilité très forte qu'il se passe ça. Ben ça, aujourd'hui, on doit l'anticiper. C'est même absurde, alors que c'est des données physiques. Et la physique, c'est quelque chose qui se répète encore et encore, qu'on ne puisse pas analyser ça. C'est juste mettre ensemble des données. Donc ça, effectivement, on s'est aussi équipé pour cela. Vous avez bien sûr aussi le risque cybersécurité. Donc je prends tout type de sécurité. J'étais pris à sécurité physique, j'étais pris à sécurité maritime. Il y a la sécurité cyber. Là, par exemple, le gouvernement a fait deux choses que je trouve très très malines. Je suis forcément biaisé, mais la première, c'est qu'on a offert à nos abonnés Monaco Télécom une application, ça coûte pas très cher, finlandaise, qui protège leurs données, qui protège du hacking sur leur téléphone, leur PC. En se disant un calcul tout bête, c'est que ça coûte beaucoup plus cher à la collectivité de se faire hacker, ça coûte beaucoup plus cher à la collectivité et à l'opérateur télécom, quelque part, d'avoir des problèmes, d'avoir des événements, des trucs défectueux. Donc on a fait cette logique, et on a également, au niveau de notre agence nationale, créé un système de protection cyber qu'on partage avec nos entreprises. Donc, on s'occupe de la sécurité cyber, on s'occupe de la sécurité, physique, on s'occupe de la sécurité maritime, et on essaie à chaque fois d'avoir une vraie logique qui est cette finesse entre ne pas être intrusif et protégé. Et Robin disait que les gens, effectivement, font valoir leurs droits. Tu parlais de ça tout à l'heure. L'essentiel, c'est de dire aux gens, le pays est là pour vous protéger, parce qu'à la fin, la collectivité y gagnera. Il y a une protection physique, il y a un policier pour 700 personnes, mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la vraie protection, elle est à base de données, parce que les êtres humains répliquent les comportements, et que c'est analysable, et qu'en prévenant, en aidant et en équipant, quelque part, on protège. Et c'est des choses, sincèrement, qui sont réplicables en France ou ailleurs. Manuel, Robin, on rêve d'avoir la même chose chez nous, dans nos villes, en France. Comment est-ce qu'on intègre ces données de sécurité dans la conception des villes? Allez, un mot chacun, et puis on fait tourner le micro dans la salle. Manuel.
Alors, moi, je suis que architecte, je ne sais pas comment on intègre précisément, mais ce que je sais, c'est que c'est la sécurité qui donne envie aux habitants de sortir de chez eux et d'avoir ce sentiment d'identification à la ville à laquelle ils appartiennent. Et ça leur donne envie d'aller vers les autres. C'est ça qui apprend finalement l'empathie, la tolérance. Bien sur l'agora du début, voilà. Exactement. Romain Rivaton. C'est un énorme sujet et aujourd'hui il y a un mécontentement des citoyens dans beaucoup de villes où ils ne comprennent pas pourquoi ce que permet la technologie en termes de lutte contre la criminalité n'est pas appliqué. Et on l'a vu récemment dans les élections américaines, non pas à l'échelon national, qui n'est pas le sujet de la discussion, mais à l'échelon local, puisque lors des élections américaines, il y a beaucoup de référendums qui sont posés dans beaucoup d'États sur beaucoup de questions. Et ce qu'on a vu, c'est que dans beaucoup de villes ont été choisis des référendums pour avoir des politiques d'amélioration de la sécurité et de la vie quotidienne très largement renforcées par la diffusion de ces nouvelles technologies pour limiter ces phénomènes qui sont très simples. Il suffit d'une toute petite minorité pour rendre la vie en ville invivable, de manière très simple. Et personne n'a envie de mettre en place des systèmes d'exclusion parce que c'est pas comme ça qu'on est construit, mais parfois il est absolument nécessaire pour que la vie en ville de la très grande majorité soit la plus agréable et confortable possible, de mettre en place de tels systèmes d'exclusion. Pour connaître justement cette petite minorité, et puis pareil évidemment aux violences, et tout ça ne coûte pas très cher, vous nous le disiez tout à l'heure, Romain Rivaton. Allez, question dans la salle, question courte, madame, par exemple, on va en prendre plusieurs à la queue leu-leu. Madame déjà ici, et puis ensuite monsieur un petit peu plus loin. Madame, je vous écoute. Merci beaucoup pour cette brillante conférence. Voilà, je voudrais poser une question à l'architecte. Je pense bien sûr à la cité radieuse de Le Corbusier, traité de Fada d'ailleurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer nos tours, qu'elles soient de luxe ou plus populaires, un peu dans cet esprit-là? Voilà. Vous avez raison. Manuel. Et c'est un sujet dont on n'a pas parlé d'ailleurs. Enfin, si Robin en a parlé un petit peu, c'est le logement. Parce qu'une ville, 90%, on y habite. Bien sûr qu'on peut. D'ailleurs, la ville de demain, ça serait quoi les immeubles? Il y aura des logements, des bureaux, des lieux de vie également. Ça sera tous en même temps. Bon. La réponse, c'est ce que vous dites, c'est ce que Madame suggère. Le logement demain, je trouve qu'avant tout, pareil, c'est aider les habitants à se rencontrer. Aujourd'hui, quand on sort de son appartement, on est dans un couloir qui n'est pas éclairé naturellement. Pour moi, le logement de demain et la restructuration, et c'est ce que Le Corbusier faisait dans la Cité radieuse, c'est des parties communes où on peut se rencontrer, qui sont donc généreuses, éclairées naturellement, qui sont programmées, où on peut installer des buanderies, des salles de jeu pour les enfants, des espaces de travail, parce qu'on parle du télétravail, le télétravail chez soi, on pourrait travailler dans des espaces qui sont communs à la résidence. Donc pour moi, la restructuration des tours et du logement en général, c'est repenser les parties communes pour faire en sorte que les voisins se rencontrent. C'est déjà la base, avant même d'ailleurs d'aller dans l'agora. Voilà, surtout qu'avec le télétravail, les surfaces des bureaux ont tendance un petit peu à baisser dans un premier temps, mais peut-être un peu moins maintenant. Robin, juste un mot. Juste un mot sur le Corbusier. Moi, j'ai grandi au pied de la 2e unité d'habitation en France qui est à Firminy, donc je connais extrêmement bien le Corbusier, dans la Loire, effectivement. Le Corbusier a beaucoup de vertus architecturales. C'est des bâtis qui sont infernaux à entretenir, qui ont un coût d'entretien, qui sont juste pas compatibles avec ce qu'on peut supporter aujourd'hui dans nos sociétés. Donc, c'est des bâtiments qui demandent énormément de fonds publics pour être rénovés. Et c'est une limite quand même à cet exercice. C'est encore une fois quand je disais qu'il faut réfléchir sur le long terme. Un bâtiment, il ne peut pas être entretenu par la collectivité. C'est pas possible. Il faut qu'il soit entretenu par les gens qui l'occupent. Et c'est bien la différence quand même quand on regarde entre les immeubles de 1850 en pierre de taille et des immeubles en béton. Et encore une fois, à l'intérieur, c'est une très très bonne logique. Il n'y a pas de problème. C'est très, très pur. Mais un bâtiment, il doit être payé par les gens qui l'habitent. Monsieur, votre question courte. Oui, bonjour. Merci pour cette conférence et merci pour les petits dessins qui sont très sympas. Xavier Gorce, il est derrière, il travaille. Une question sur la centralité. Vous avez rappelé en début d'exposé que c'était important, en effet, la place du marché, le fait de se retrouver physiquement. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le déplacement des commerces en périphérie, même des cinémas, tout ce qui est culturel, y compris d'ailleurs des services publics, cette notion de centralité n'est pas remise en cause
Est-ce que ça ne joue pas justement sur la ville en tant que telle? Enfin voilà. Manuel Gautran. Ben oui, question essentielle. C'est important de séparer les grandes mégapoles, métropoles et les plus petites villes. Dans une petite ville, on peut avoir une centralité unique. Dans une plus grande métropole, on ne peut plus raisonner en effet centralité unique. Et je me souviens depuis très longtemps, alors justement, je vais raconter l'histoire. Il y a 20 ans, je parlais de polycentralité. J'aimais bien me dire qu'une grande métropole, elle est comme une constellation de petits centres où dans chacun d'entre eux, on peut en effet trouver le commerce de proximité, l'espace culturel, etc., etc. Il y a un sociologue qui est très connu aujourd'hui qui s'appelle Carlos Moreno et qui parle de la ville du quart d'heure. Ça revient à cette notion. Donc la centralité unique, on ne peut plus en parler quand on est dans une grande ville. Il faut parler de polycentrisme ou de ville du quart d'heure, c'est-à-dire consteller l'agglomération de plein de petits centres. Mais la notion de centralité en tant que telle, elle reste fondamentale. Et j'aime bien cette notion de ville du quart d'heure où c'est fondamental pour éviter les déplacements et encore une fois pour sentir qu'on fait partie d'une communauté. C'est important de trouver tout ce dont on a besoin pour vivre à proximité de chez soi. Frédéric Jantat, ministre monégasque de l'attractivité. Oui, juste pour rebondir sur la centralité. Moi, je pense que la centralité a aussi beaucoup évolué par rapport à avant. Avant, il y avait quelque part un ou deux endroits. Il y avait l'église où tout le monde se retrouvait, qui était centrale, éventuellement à Place du Marché. Et c'est quelque part, la centralité s'imposait aux gens. Comme à la télé, pour les enfants, il y avait un dessin animé qui passait à une heure précise. Et tous les enfants regardaient les mêmes dessins animés qui faisaient 3, 4 ou 8 ans. Aujourd'hui, on est passé sur Netflix avec une offre qui dépend d'une fille, un garçon, 4 ans ou 5 ans, elle aime le poney ou pas le poney. On est passé sur une centralité très variable. Aujourd'hui, la centralité, c'est adapté à mes besoins. Je parle en principauté, je suis fan de football anglais. J'ai un endroit qui va être ma centralité pour voir du football anglais. J'ai différentes religions, on va adapter. Et en fait, on est passé d'une centralité quelque part où la demande était adaptée à l'offre, et l'offre était limitée, ce qui avait du bon. Parce que quelque part, on avait un vrai esprit de communauté autour de valeurs communes autour de moi et mes valeurs, je vais créer une centralité. Et je vois ça dans l'urbanisme, où aujourd'hui, quelque part, on a de plus en plus de petits endroits, de petites communautés. Monaco, c'est 149 nationalités qui y habitent. Et vraiment beaucoup d'Européens. Et maintenant, quelque part, il y a plus One Monaco. Historiquement, il y a un nombre de langues parlées, il y a un nombre d'endroits parlés. Et donc, je vois à l'échelle d'un micro-pays qui ne peut pas être quelque part, il y a un nombre de centralités qui est fait en fonction de la demande du client. Et le client, le résident, l'investisseur, quand il vient, il demande sa centralité. Moi, ils arrivent, ils me disent, excusez-moi, est-ce qu'il y a évidemment, il y a une école internationale, évidemment, il y a est-ce qu'il y a un club russe? Est-ce que vous savez s'il y a ma communauté? Est-ce que vous savez s'il y a ma religion exacte? Et donc, c'est assez... Sinon, je la créerai. Manuel? C'est hyper intéressant ce que vous dites et c'est bien, mais ça me fait un petit peu peur aussi parce que... Ça veut dire on catégorise, on met dans des cases... Ouais. Et justement, moi, ce que j'aime dans la centralité, c'est l'inattendu. C'est-à-dire... la rencontre. Quand on fait appel à une appli de rencontre pour rencontrer quelqu'un, on rentre les critères et la personne qu'on va rencontrer, elle est parfaitement attendue. Quand on va dans une place et qu'on écoute un concert ensemble, on rencontre une personne qu'on ne rencontrerait jamais par une application de rencontre. Donc il y a le côté hasard. Oui, mais peut-être qu'aujourd'hui, au moment où parfois, dans certains métiers, le temps passe très vite, on a besoin d'être efficace, et c'est peut-être justement les services que nous offre Frédéric Jantat dans la principauté. Non, mais Frédéric, son pays. Le secteur privé, en tout cas, s'est adapté à ça. Oui, bien sûr. Frédéric Jantat, encore une petite question, juste... Les nouveaux quartiers, comment les bâtiments, ils vont ressembler à quoi? Il y aura de la mixité, quelque part, quand je parle de mixité, logement, commerce, bureau, tout en même temps, ou alors c'est vraiment bien séparé? Dans le nouveau quartier, par exemple? Non. Alors, ce qui est fait sur Mare Terra, qui sera inauguré dans les semaines, mois à venir, aujourd'hui, un quartier est une unité de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens n'acceptent plus, quand ils choisissent, qui plus est pour des quartiers de luxe,
de ne pas avoir quelques infrastructures essentielles. Ça va être évidemment tout ce qui est scolaire, ça va être évidemment tout ce qui est loisirs, ça va être commerce de proximité, ça va être restauration. Et en fait, c'est ça la finesse des choses, c'est qu'il faut raisonner à l'échelle de la ville pour qu'il y ait tout. Il faut savoir qu'il y a aussi des choses qui seront faites en périphérie de Monaco, en France, en Italie, mais il faudrait savoir que ça existe, soit accessible. Et il faut que chaque quartier ait des choses, mais qu'au niveau de la ville, on ait tout. Donc ça nous force quelque part à être homogène au niveau d'un quartier, mais suffisamment hétérogène pour que la ville soit homogène. Donc c'est comme ça qu'on raisonne, nous, quand effectivement, enfin quand l'État donne des locaux, quelque part, on a toujours 3 logiques. Quand on donne des locaux, pas d'habitation, mais de commerce, on dit, est-ce que c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans le quartier? Est-ce que c'est suffisamment représenté à Monaco? Et est-ce que c'est quelque chose qui est cohérent avec la stratégie de la ville? Je vais juste finir là-dessus. Quand vous prenez la carte de Dubaï, de Singapour ou la nôtre, si le monde est bien fait, vous devez retrouver la stratégie économique de Dubaï, de Singapour ou la nôtre. Donc, par exemple, de Singapour à une agence qui s'appelle URA, une agence d'urbanisme, où ils prennent exactement, ils traduisent le PIB de Singapour dans les 5 ans qui viennent en infrastructure. Donc, quelque part, on est vraiment là-dessus. Et donc, nous, en termes de bureaux, en termes de priorité dans l'avenir, qui est une stratégie de diversification par rapport à l'immobilier, notamment sur les sujets de finance et de numérique, et avec les quelques clusters d'excellence, le yachting, vous êtes censé retrouver quelque part, pour les espaces économiques, la stratégie monégasque. Et donc voilà, les quartiers doivent être homogènes, la ville doit être homogène, et on doit retrouver une stratégie économique pour une ville ou un micro-pays pour pouvoir se développer. Voilà, allez visiter Monaco, c'est pas très loin. Vous prenez l'autoroute A8, vous allez voir, vous allez passer la journée, la nuit. Merci voilà. d'avance. Allez jouer au casino, justement, ou autre. Voilà. Très bien. C'est très bien. Merci Frédéric Gentin. Et puis félicitations aussi pour la demoiselle qui se trouve au premier rang. Voilà, c'est très bien, elle a 5 mois. 5 mois. Voilà, on l'a découverte hier au moment d'écouter le président de la République, Nicolas Sarkozy. Voilà, elle était au loin. Merci Manuel Gautran. Voilà, c'est quoi votre prochain bébé à vous en termes de bâtiment, justement? Vous êtes en train de travailler sur quoi? J'ai gagné un concours récemment de restructuration d'un très beau bâtiment moderniste en Suède qu'on va étendre et qu'on va surélever. Bravo Manuel Gautran. Et puis Robert Rivaton, merci. Prochain opus, qu'est-ce que c'est? Il n'y en a pas, très bien. Bon, on va le guetter. Merci à toutes et à tous.